Salut. On est parti sur le 1, 2, 3, le quatrième épisode donc, pour Traxxas Summit en détail. On a, sur l'épisode précédent, déposé le train arrière du châssis. On a expliqué les bases, comment le sortir facilement, tranquillement, sans se prendre la tête. N'oubliez pas votre petite feuille pour planter vos vis si vous n'avez pas l'habitude, vos petites bacs à noter pour faire les choses. Et aujourd'hui, on va démonter ce train arrière pour atteindre le différentiel à l'intérieur. Pour ça, c'est très simple. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est enlever le skid plate arrière, donc le patin de protection inférieure arrière, skid plate en anglais. En allemand, plus logique. Unterbodenschutz. Unter, c'est en dessous, Boden, c'est le sol, et Schutz, c'est protection. Tout simplement. Protection, tu peux dire le carter inférieur. Hop, donc ça, dans la boîte train arrière. Ensuite, un petit piège de l'époque chez Traxxas, c'est qu'on était tous habitués à avoir des axes qui passent complètement. Et là, ce ne sont pas des axes qui passent complètement, ce sont des demi-axes. Les axes ne s'arrêtent que là, donc il y a moins de matière. Après, ça fait le boulot, c'est pas un problème, comme tu as le skid en bas qui tient ton train arrière ensemble. Alors pour l'instant, on va les laisser dedans, parce qu'on va juste parler d'atteindre le diff sans tout démonter. Moi, je le démonterai plus tard totalement, puisque je vais enlever toutes les vis. Sur le train arrière, par rapport au train avant, il y a une particularité, c'est qu'il y a d'un des deux côtés, sous les biellettes, ici, une vis. Le truc, c'est que tu n'arrives jamais à te souvenir de quel côté elle est. Bon, évidemment, si tu prends le plan, c'est facile. Et perdu, c'était l'autre côté. Après, c'est seulement moitié perdu, puisque moi, je change toutes les vis. Voilà. Et elle est donc normalement par ici. Yes. Alors, est-ce qu'on va l'atteindre comme ça? Tu n'as pas cette vis à l'avant. Elle est montée. Attends, je prends le petit tournevis. Hop. À l'avant, tu n'as pas ça. À l'avant, ils ont fait un système différent. Alors, je ne me demande pas pourquoi. Ils font ce qu'ils veulent, ceux qui construisent, ceux qui conçoivent. Voilà. Cette vis aussi, impératif de ne pas en mettre une trop longue, parce que quand tu vas mettre une trop longue, si tu te trompes, elle va aller te bouffer ici la biellette de l'autre côté. Tu enlèves ta petite plaque bleue, là pareil, dans le train arrière. Et ensuite tu choisis un des deux cardans. Tu vois, les axes sortent tout seuls. On va te mettre de côté. Tout ce que tu vas faire ensuite, c'est d'enlever un seul des deux pour atteindre le diff. Après, si tu veux sortir le diff de là, tu es obligé d'enlever les deux, sinon ça passe pas. Tu fais très très attention. Traxxas a mis d'office de la Loctite sur ces vis. Elle tient bien, donc il faut vraiment se prendre le temps de débloquer la vis en douceur. Si tu n'es pas sûr, il peut être bénéfique de vraiment chauffer ton embout fort et ensuite de le mettre dans la vis, d'attendre un moment que la chaleur de l'embout puisse passer sur la vis, le filet ici, faire fondre la Loctite pour le sortir. C'est très étriqué, tu n'as pas beaucoup de place. Si tu foires la vis, c'est vraiment problématique à sortir. Donc quand tu as fait ça, tu peux enlever un demi-train. C'est ce que tu fais sur le véhicule quand tu veux ne pas démonter tout le train arrière pour atteindre rapidement le diff. Donc là, on va faire la même opération de l'autre côté pour sortir le diff complet de là. Non, voilà. Maladie, il perd la boule. Donc tu
fais pas l'erreur quand tu utilises un outil comme ça, tout de suite d'y aller à fond. Tu vois. Moi, ce que je fais, c'est que je débloque un peu. Tu trouves ton feeling, tu débloques, c'est bon, et après tu y vas. La vitesse se règle sur la gâchette ou la détente. Ça, c'est toi qui vois. Ou sur le bouton rouge. Peu importe comment tu l'appelles. Donc tu sais de quoi tu parles. Et toi, le deuxième demi-train. Là, tu as sorti ton diff. Ensuite, par demi-train, il n'y a pas grand-chose. Tu as ici un réglage qui te permet de régler la hauteur de caisse et l'effet de la suspension. Ce réglage revient au même que si tu as une suspension conventionnelle, de coucher, tu vois, de pousser l'amorto plus couché ou de le remettre plus droit. Donc plus tu es vers l'intérieur, plus le véhicule, ça va être souple en bas et va durcir en haut. Donc ça c'est idéal pour le gros tout-terrain, les sauts et les endroits vraiment problématiques en tout-terrain. Mais à un moment c'est trop, donc ta hauteur de caisse va être trop haute, tu vas baigner plus facilement aussi, et plus tu couches, plus il va être stable dans le champ. Vous avez vu sur le Revo avec les leviers courts et les tiges complètement montées à l'extérieur, il est hyper stable dans l'air. Donc là tu as juste des demi-axes, là tu as un axe complet qui traverse le tout. Le levier, ce qu'on appelle un cantilever, c'est un levier de renvoi d'angle. Ça c'est français comme invention, quand même, je dirais à le dire. Enfin, c'est toujours pareil, hein. On dit que c'est français, mais le premier qui l'a répertorié était un français, ça ne veut pas dire que ça se trouve, il y a un homme préhistorique qui utilisait déjà ça. Hein, on n'en sait rien, c'est juste qu'on ne l'a pas encore trouvé. Suspension, là on va tout laisser d'origine, parce que ça lui va très bien soumis pour capacité, c'est génial. Le cardan est télescopique, avec, alors ça c'est un truc qu'ils avaient fait à l'époque chez Traxxas, ouais, c'est peut-être un peu exagéré. Alors tu as un soufflet ici, tu as un soufflet là, tu as une protection là et une protection là. Donc théoriquement, il n'y a pas d'eau et de sable qui rentrent dans les rotules ici qui vont te les gripper, mais il y en a quand même toujours qui passent, mais si tu nettoies pas, ça sort jamais, donc ça fait le même effet. Ici, c'est pareil, ça rentre en fait par devant. L'eau va rentrer là, le puits est creux du cardan, donc ça passe dedans, et tu as la saleté qui va nager à l'intérieur, qui va aussi commencer à faire coincer ton télescope. Et ça, c'est un gros piège. Si ton télescope ne fonctionne pas tout seul ici, s'il grippe, il va faire bouger ton diff, là, il va pousser dessus, il va tirer dessus, tu vois, il va faire bouger tes planétaires, il va te secouer ton diff, et tu vas flinguer ton diff aussi. En plus, ça peut même aller au point, quand tu as un cardan télescopique comme ça coince, où ça peut te brider ta suspension, puisque lui, selon la longueur qu'il y a, justement, selon le débattement de suspension, tu vois, il varie sa longueur. Tu vois, là, le soufflet, quand tu remontes, il s'enfonce, quand tu redescends, il se relâche. Donc si tu coinces ça, tu vas coincer ta suspension. Pareil avec ce système-là. Si tu serres trop fort ici, tu as un réglage. Tu as une bague devant la sphère pour serrer la sphère. Si tu le serres trop fort, tu vas bloquer ta suspension. Elle va aller dure, donc elle va tenir comme ça, tu vois. Si tu la montes, elle va tenir. Alors qu'elle doit impérativement, tu vois, fonctionner toute seule. Nickel. Et troisième piège, avec un véhicule qui a un débattement énorme comme ça, tu peux constater que ta rotule de train ici, enfin, qui est dans, c'est pas la direction puisqu'on est à l'arrière, mais c'est la même chose qu'à l'avant. Cette rotule a un sens précis pour garder un angle de suspension égal d'en haut jusqu'en bas. Quand tout est monté sur le véhicule, quand tu montes ta suspension d'en haut jusqu'en bas, la roue ne prend quasiment pas d'angle, contrairement à chez, par exemple, Obitech, spécialement la série BXR, où les roues elles font n'importe quoi, elles bougent dans tous les sens, donc tu as un comportement totalement différent, suspension enfoncée, suspension relâchée. Team Magic aussi a ça, hein. Attention, ne vous excitez pas, Team Magic a aussi ça, mais Team Magic a su l'utiliser à son escient. Sur le E5 et le E6, quand la suspension s'enfonce, tu prends du pincement, donc tu augmentes ta motricité, justement là, justement, tu accélères arrière, tu prends du pincement, et quand tu relâches, tu prends de l'ouverture. Donc tu vas stabiliser ton train arrière, puisqu'il va fonctionner comme la fonction chasse-neige en ski, quand tu veux t'arrêter tout droit. Enfin, quand tu es débutant, les gens comme moi, tu vois. Donc là, si tu te trompes de sens, tu la mets en haut, ta roue à l'arrière, quand la suspension va bosser, elle va faire n'importe quoi. Donc tu fais bien gaffe à ce sens-là. Là aussi, dans le moyeu, donc on a des roulements qui sont pas super gros. On va les sortir puisque on va les changer par les roulements AC Racing. Pareil, hein, t'as vu, tu vas au contact, tranquille, tu le sors. Et tu fais très attention. Les 4 axes
qui sont dans les hexagones ont une tête plus courte. C'est bien du 4 mm, mais regarde la longueur de la tête. Si tu mets ceux-là dans l'hexagone, ils vont sortir de l'autre côté, tu n'arriveras plus à mettre ta jante. Si tu mets ceux-là dans les cardans, ils ne seront pas assez dedans, ils vont soit traverser, soit se desserrer, et tu auras un souci. Tu vois, ils n'ont ni la même taille, ni la même longueur. Ne te fais pas avoir. Donc il n'y en a que 4 qui sont plus courts dans les hexagones roux, donc soit tu les sépares si tu veux être sûr de ne pas te tromper, soit tu y penses juste quand tu les montes. Tu peux avoir des élargisseurs de différentes marques si tu veux changer de jante ou avoir plus de largeur ou quoi que ce soit comme tu veux. On a un roulement ici et un roulement derrière qui est plus grand parce que la tête du cardan est prise dans le roulement. Alors, normalement, tu arrives à sortir ton télescope, bouge pas, de là sans tout démonter. Ah oui, mais non, ça marche pas ce Summit parce que le Summit, il a... Si, ça passe. Hop, t'arrives à sortir. Bon, les axes sur celui-là, ils sortent vraiment tout seuls. Hein. Toi, tu vas rester là, mon kiki, on t'a rien demandé. Voilà. Donc le télescope, comme dit, tu fais gaffe qu'il fonctionne. Là, on a de quoi prendre sur un gros roulement. C'est bien les gros roulements. Le problème, c'est qu'il n'est pas plus épais, en fait, sur le diamètre des billes que celui de l'avant. Il est donc pas plus solide. Alors que s'ils avaient fait un diamètre identique de devant que derrière, on aurait des grosses billes à bord, un roulement plus gros et plus de solidité. Mais ça coûte plus cher aux constructeurs. C'est pas le but non plus pour eux. Eux, ils te mettent juste ce qui tient, sans exagérer. Et voilà. Où j'ai posé mon axe. Voilà. Pour sortir les roulements, moi généralement je vais par derrière, tranquille. Tu chopes la bague extérieure. Quand tu sors un roulement de l'arrière, il faut pouvoir presser ici sur la bague extérieure. Tu ne presses pas dans la partie du joint téflon, tu vas l'abîmer. Si tu presses sur la partie intérieure, quand il sort facile, là c'est neuf, il n'y a pas de problème. Mais quand ton roulement est coincé quelque part dedans, il est bloqué, quand tu vas presser sur la bague, toi tu vas abîmer le roulement, puisque tu vas, là-dedans il y a des billes, tu vas presser de côté sur les billes et tu vas le forcer. Donc c'est la même chose que tu fais en roulant en prenant des chocs. Sur les chocs latéraux, si ton véhicule tombe sur le côté, tu peux flinguer tes roulements comme ça en un coup, ça arrive, et plus vite que tu ne penses, souvent. Alors les roulements c'est pareil. On va séparer dans une autre petite boîte. Il y aura son petit kit de roulement d'origine. Alors moi je vais juste, on va parler que par demi-train, hein. On va faire le démontage, ensuite je ferai le montage hors caméra pour tout mettre ensemble, pour gagner du temps, parce que sinon ça va vraiment prendre toute la journée, du matin au soir, pour faire ce summit. Sur le cardan, si tu démontes ton télescope, tu te fais pas avoir, il y a une seule position où il fonctionne parfaitement, il y a une encoche sur le tube femelle et une encoche sur le tube mâle, donc les encoches face à face, ça va aller bien. Si tu décales d'une dent, ça va le freiner, ça va coincer. Ensuite, il faut savoir que cet axe ici peut se barrer, parce que tu as là-dedans un tout petit BTR, là, tu vois, avec une tête de 1,5 mm, monté à la loctite aussi, mais il peut arriver qu'il se desserre, surtout après, c'est vrai qu'après les runs, tu mets de l'huile partout, tu vas favoriser ça, avec l'échauffement aussi évidemment, le mouvement des pièces, l'usure de l'axe, si l'axe s'use, ça c'est un truc à prendre en compte. Hein. Si l'axe s'use, forcément il va prendre du jeu ici, et il sera plus tenu par la BTR, et il va sortir. Donc de temps en temps, il faut penser à resserrer ces BTR. Faites gaffe, serrez pas trop fort, ne les faites pas tourner dans le vide, enfin pas le BTR lui-même, c'est le tournevis qui va glisser dedans, donc soyez prudents. Sur le mien, j'avais poussé le bouchon à mettre de la loctite de l'autre côté et un deuxième BTR. Fais gaffe de ne pas en mettre trop, sinon tu vas bloquer l'axe, ça va forcer. Mais aussi arrivé en cas de secours, pour pouvoir me servir encore du cardan une fois que j'avais cassé ici le tube, de repercer de l'autre sens. Mais la forme n'est pas adéquate, c'est pas vraiment prévu, mais ça peut dépanner. Sur les têtes, sinon jamais eu spécialement de soucis. À l'arrière, c'est la même musique. Tu as aussi ton petit BTR. Donc ça, c'est des points d'entretien à voir régulièrement. Il faut y penser. Ou dès que tu observes ton véhicule quand tu as roulé, si tu vois qu'il y a un des axes qui commence à sortir d'un côté pas de l'autre, tu sais que c'est le moment de contrôler ces BTR là.
Cardan central, c'est la même musique. Et là, tu vois justement cette encoche. Tu vois, là, c'est là. Roulement intérieur, hop, tiens, je vais te le sortir aussi. Après, il existe, enfin, tu as des outils hein, pour sortir les roulements. C'est un tournevis qui se met à l'intérieur, tu serres, ça va s'ouvrir de l'autre côté et tu vas pouvoir forcer sur le truc et le sortir de là. Mais généralement en RC, tu arrives à les dégager. C'est rare qu'un roulement RC soit vraiment tellement bloqué, et surtout pas dans un moyeu plastique que tu n'arrives plus à sortir. Là où il peut coincer, c'est là-dessus. Avec la rouille, il peut rester bloqué là. Quand tu as un cardan plus petit que la tête du roulement, c'est pas un problème. Tu peux caler ça quelque part contre, et ensuite, alors attention, tu tapes jamais sur un filetage, tu vas le mater. Là, tu te mets un écrou dessus jusqu'à ras, et ensuite, surtout, tu utilises une cale en bois, en ergal, en plastique, un marteau en plastique, en caoutchouc, pour taper dessus devant, pour sortir le roulement derrière. Tu peux aussi utiliser un extracteur, c'est un outil qui va poser une pointe sur le centre ici, qui va avoir deux griffes qui vont se prendre derrière, et tu vas serrer, ça va tirer dessus, mais c'est pareil, tu laisses absolument l'écrou dessus ici pour ne pas aller abîmer ton filetage, sinon tu ne peux plus remonter derrière. Alors, sur le Summit, ce type de construction, c'est pas la mort, puisque ton filetage te sert à rien quand tu es en hexa 17. Le filetage était là quand tu avais les hexas à l'ancienne, en 14, tu avais ici un écrou devant, c'est plus le cas avec le 17, tu vois. Donc tu fais gaffe. Quand même, je te conseille de toujours quand même prendre cette habitude, une fois que tu l'as, c'est réglé, ça t'arrivera plus de flinguer le filetage. Dans ce genre de cas là, tu vois, tu as un peu plus de problèmes, donc soit, s'il est vraiment coincé là-dessus, il va vraiment dur, tu sors ton petit BTR là, tu enlèves ton axe, tu sors la tête, ensuite tu peux poser ça tout simplement dans une douille. Alors il faut savoir une chose, hein. En mécanique on te dit cet outil sert à ça, celui-ci sert à ça, c'est vrai que quand tu travailles dans le milieu professionnel, tu ne te sers pas d'une douille pour faire ça, tu ne te sers pas d'une pince pour faire marteau, tu ne te sers pas d'un tournevis pour faire levier, ni pour faire chasse, ou burin ou quoi que ce soit. Parce que chaque outil est défini pour ça, le tournevis en mode burin, il ne va pas vivre longtemps, alors que le burin en mode burin, il va vivre longtemps. Après, ce sont tes outils, c'est toi qui les as achetés, finalement tu fais ce que tu veux avec, c'est à toi de voir ce que tu fais et les efforts que tu veux leur imposer. Ça c'est une douille qui est prévue pour l'échelle 1, donc très solide. Si je vais l'utiliser pour faire ce que je vais vous montrer maintenant en modèle réduit, c'est ridicule, ça ne pose pas de problème. Donc tu poses ta tête de cardan là-dessus, tu vois, le roulement lui il bute sur la douille, et toi tu mets ton petit coup en haut et ta pièce tombe au fond, et tu as ton roulement. Tout c'est séparé. Évidemment, si c'est rouillé acier sur acier, tu n'hésites pas à mettre du dégrippant dessus. Si tout a cassé et qu'il ne te reste plus que la petite bague de roulement, ça arrive aussi, hein, avec les efforts et la rouille, tu peux vraiment méchamment bloquer un truc comme ça dessus. Bah, pas à l'échelle du Summit, mais sur des engins peut-être un peu plus violents, ça peut t'arriver. Tu peux aussi entailler ta bague avec un petit outil de découpe, une mini disqueuse. Hein. On dit toujours Dremel, c'est la marque, hein, c'est n'importe quoi, tu peux prendre la Lidl ou ce que tu veux. Entailler la bague sans aller tailler dans l'acier ici de la pièce, et ensuite tu peux l'éclater pour la sortir. Il y a des techniques avec du chaud et du froid, il y a plein de techniques. Tu t'aperçois avec le temps que tu as la sale tendance à toujours finir en mode bourrin. Ensuite, il y a des moments où tu ne peux pas séparer deux pièces proprement sans en récupérant les deux, ou voire des fois un assemblement de trois pièces. Donc c'est toujours pareil, de deux mots, il faut choisir le moindre. Tu pètes ta pièce la plus facile à trouver et la moins chère à trouver. Tout simplement. Et tu récupères l'autre. S'il y a une pièce qui n'est pas trouvable et l'autre qui est trouvable, bah, tu pètes celle que tu ne trouveras pas. Forcément. Il n'y a pas 36 000 choix à ce niveau-là. Voilà. Oui, c'est des petites habitudes de mécano. À chaque étape, tu rassembles tes outils d'un côté pour être tranquille, tu poses tes pièces et puis ça, tu te mélanges pas les pinceaux. Le diff en lui-même, donc là c'est pareil, on va enlever le cardan central puisque de toute façon tu peux le changer. Là tu as le BTR normal et tu noteras que celui-là n'a pas de loctite dessus puisqu'il est dans le plastique. Tu vois, tu te retrouves donc déjà avec trois types différents. Un court, un long et un long qui n'a pas de loctite. Et si tu mets long qui n'a pas de loctite dans la pièce en acier ici, côté cardan, et ben ça va se desserrer, ça va se barrer, et celui avec la loctite dans le plastique il n'apportera pas grand chose de plus. C'est pareil, quand tu es dans le plastique ici, ton BTR, il ne faut pas le serrer comme un bourrin, ça sert à rien, il faut qu'il soit juste bloqué au fond, c'est le plastique qui maintient la pièce. Il n'y a pas d'effort de serrage sur la pièce elle-même, sinon c'est le filetage qui lâche là-dedans.
t'as pas la place pour t'amuser à mettre un truc qui traverse contre écrou, etc. Tu peux pas mettre plus gros, donc tu fais gaffe, t'en prends soin. Hop, ça dans la partie centrale. Ça, on va laisser là, puisque je vais m'occuper de préparer le train arrière. Quand j'ai fini cet épisode, je vais préparer mon train arrière avec mes vis inox et mes roulements à serre et mon autre carter. Très très important aussi. Les cardans du Summit ont quelque chose que n'a aucun autre véhicule. Il y en a deux de longueur différente. Tu as un long et un court, ce qui n'était pas le cas sur les Revo. Pourquoi? Parce que ton diff a un blocage, il a donc tout cet étage en plus. Là, on a 1 cm de plus. On a donc des bulkheads différents que sur le Revo. Et comme on a 1 cm de plus, le cardan d'un côté doit faire 1 cm de moins. Sinon, ça ne va pas. Alors tu peux acheter des courts et des longs. Tu peux acheter aussi que les longs et couper le tube. Ça reviendra au même. Le seul truc, c'est que, ouais, pour ceux qui sont difficiles, qui veulent absolument les soufflets sont montés collés. Donc là, c'est propre, c'est assemblé. Si tu prends que les longs, tu coupes les soufflets, après il faut recoller, enfin, ça devient compliqué. Moi, personnellement, c'est vrai que je faisais gaffe aux soufflets au début, et quand je me suis aperçu que ça sert à rien parce que l'eau et la terre passent à l'intérieur du cardan et vont te le bloquer quand même, je les ai tous dégagés. Et ensuite, après chaque run, je faisais mon petit nettoyage. Enfin, quand c'était dans la boue et la grosse terre, hein, forcément. En utilisation normale, il n'y a pas de souci. Contrairement donc au Revo, tu n'as pas que 4 vis, mais 6 vis sur le diff. Ouais, c'est le temps de s'habituer, hein. La petite visseuse brushless, là, elle est vicieuse. Alors là, c'est sûr, tu fais attention, il y a des plastiques quand ça coince et tout. Si tu vas trop vite, tu chauffes, tu fais fondre le filetage en ce moment de sortir la vis. Faites gaffe. Voilà. Maintenant le diff. Donc ça, ce sont les roulements les plus mis en cause. Ici, beaucoup de chocs. On tire dessus, on pousse dessus, etc. Il y a du jeu. Tu vas dire comment ça se fait du jeu. Si on pousse dessus, ça va diminuer l'entre-dents. Parce que ce sont des couples coniques. Et un couple conique, je vais te le sortir de là, a la particularité en fonctionnement, évidemment, de se repousser contre cône. Donc tu vas toujours être au jeu maximum d'office. Ça, en accélérant ici, tu vas pousser le pignon dehors et ce pignon va aller par là, celui-là va aller par là à cause de la force motrice. C'est pour ça que de ce côté, tu as un gros roulement. Et de ce côté, ils se sont dit, il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent pour un gros roulement, même si on facture le même prix au client derrière. On met un gros roulement là, on met un petit roulement là. C'est beaucoup plus simple quand tu as quand même tous les roulements de la même taille partout. Hein. Et donc ceci, ce sont ces roulements précisément qui meurent facilement parce que tu y accèdes, tu vois, pas facilement. Enfin, il faut démonter tout l'arrière, sortir tout le diff pour accéder à ces roulements pour les huiler et les graisser. Les roulements Traxxas sont de très mauvaise qualité. La bague d'horreur, elle rouille. C'est pas de l'inox, hein, c'est juste pour se brosser, mais ça rouille. Il y a très peu de billes à l'intérieur. Il n'y a pas autant de billes que dans beaucoup d'autres roulements. Ils ont vraiment un minimum de billes. Et les billes aussi rouillent très vite et sont très fragiles, très vite écrabouillées. Le pignon, lui, il va secouer là-dedans. Il va faire bouger ton roulement. Il va avancer, il va reculer. Et s'il grippe, il va pousser sur les bagues, les tirer dessus. Donc ces roulements meurent très vite. C'est pour ça qu'on les aime pas. On aurait bien mis vraiment des roulements beaucoup plus gros. Là, sur le Summit, on a donc ce roulement en plus ici, pour servir de palier, parce qu'avec la longueur et les efforts du blocage, ça fait trop d'efforts pour la construction standard, donc ils ont rajouté un troisième roulement. On a ici un mini roulement sur le blocage de diff, cette pièce-là. Regarde, là, tu vois, je suis à contre-dent, ça rentre pas, je vais tourner un petit peu, enfin, il faut tourner ça indépendamment de ça. Tu vas y arriver, je te le dis. Ça c'est... Voilà. Là, je suis en face, et regarde là, quand je vais verrouiller, il va rentrer. Et là, mon diff se retrouve bloqué, tout simplement. Parce que j'ai verrouillé le planétaire au corps du diff. Donc comme il est verrouillé là, celui-là il est libre, mais il ne peut plus tourner parce que celui-là ne tourne plus. Il y a donc toujours un petit effort de torsion. Tu as toujours les pignons qui peuvent bouger. Et c'est là, quand tu forces, que tu pètes tes pièces et l'intérieur du diff et le carter. Le gros piège est de mettre une tonne de graisse ici. Tu mets de la graisse là, mais là tu mets soit de l'huile ou de la graisse qui ne colle pas. Parce que quand ça colle, ta fourchette ici, ce qu'on appelle une fourchette qui fait bouger ici ton synchro,
synchro parce qu'il synchronise le mouvement de deux pièces, va t'empêcher de le faire fonctionner. Tout simplement, ton petit cerveau ici il va tirer tout ce qu'il peut, mais ça va rester collé de la graisse, et lui de l'autre côté, il va crever. Évidemment, je le sais parce que je l'ai testé avant vous il y a longtemps. Donc tu fais gaffe, tu fais pas ça. Quand tu sors ton diff là-dedans, il n'y a rien de sorcier. Hein. Ta fourchette est posée au fond, tu as un petit roulement qui est à l'entrée. Tu vois, c'est aussi simple que ça, pas plus compliqué. Petit roulement d'un côté. Ça, c'est un roulement standard 16-8-5, mais comme dit, c'est pas la qualité de ce qu'on a en un huitième, donc méfiez-vous. Tu as ton gros roulement là-dessus. Ici, tu as donc ton synchro. Tu vois, c'est tout couillon. Là, ton diff tourne, et là, eh ben, il est bloqué, puisque cette pièce est reliée fixe à ton planétaire. Parce que sur ce diff, cet axe qui sort est relié directement au planétaire. Celui-ci, c'est le même que le REVO, la couronne, c'est le même que le REVO, mais le carter est différent, et le planétaire ici est différent. À l'intérieur, et ça c'est dommage. Alors déjà, tu vois, la mécanique est petite, hein, on est sur du diff type shortcut 1 dixième, donc c'est pas en taille 1 huitième, c'est un peu plus gros que du indice standard, quoique si tu regardes Charisma et Tamiya, ils ont mis des diffs de cette taille là-dedans aussi. Hein. Là, tu fais gaffe, c'est des vis en M2. Donc ça, là, on ne mettra pas de la vis inox. De toute façon, s'il y a de l'eau qui rentre jusque dans le diff, déjà on a un problème. Et qu'on va mettre un carter en alu, avec les efforts qu'il y a sur les pignons, ça va pousser dessus. C'est pareil, ça peut t'arracher les vis du carter, ça peut les déformer, ça va faire du jeu, donc tes diffs vont mourir. Chez Traxxas, on a un joint plat, qui a une forme spécifique, qui se met exactement à un endroit posé. Il a des petites butées pour se coincer et ne pas être écrabouillé, et la couronne va presser sur le carter plastique, comprimer le joint, c'est ce qui fait l'étanchéité, donc ça n'influe en rien sur le réglage de l'entretemps. La plupart des diffs ont des joints papier entre, si tu changes l'épaisseur, tu vas augmenter ou diminuer le jeu dans le diff. Normalement, les marques qui font bien leur diff, tu touches jamais à ça. Hein. Voilà. Après, il y a des gens très difficiles qui vont toujours chercher la petite bête, le meilleur calage et le meilleur machin. N'oubliez pas, quand vous faites un calage de diff, si vous le faites sans huile à l'intérieur, pour sentir le jeu des pignons, n'oubliez pas que si vous faites un jeu trop serré, votre huile ne pourra plus passer proprement, ne pourra plus lubrifier. Votre diff va siffler, vous allez avoir un effort constant, vous avez un échauffement et une usure prématurée de vos pièces si vous faites un trop serré. Il faut se méfier. Si c'est pas assez serré, ça peut sauter sur un choc. Ensuite, on a chez Traxxas un joint torique au bout du planétaire qui doit rentrer pile poil dans son encoche. Méfiez-vous de toujours bien le poser dedans. Il peut arriver qu'il se mette de travers quand tu fais ça. Et ça va bugger. Des fois, il y a en plus une rondelle de calage Téflon. Selon le besoin. Là, il n'y en a pas. Donc tu fais gaffe à ce que tu fais. Parce que sinon, tu te fais couillonner. À l'intérieur, on n'a que 2 satellites. Et ça, c'est dommage. On aurait mis 4. De toute façon, on aurait aimé avoir des diffs de 1.8 là-dedans, vu les efforts qui passent sur la citrouille à ce machin. Ils ont quand même eu la bonne idée de faire cette grosse pièce métallique au centre pour empêcher de casser l'axe et de renforcer l'ensemble. Là aussi, pas de mystère. Eux, ils fonctionnent sur petites plaquettes, pour pas être directement avec l'axe dans la portée du plastique, ce que font beaucoup 1.8. Moi, je préfère vraiment largement le coup des plaquettes. La plaquette évite aussi d'avoir la petite rondelle encore plus entre. Après, chacun fait les formes comme il veut, des plaquettes ou autres, ça c'est à chacun de voir. En huile, Traxxas utilise généralement de la W, donc 50 W correspond à peu près à 50 000 W, pardon, 50 K W, à peu près à 70 000 CST, plus ou moins. Il y a des tableaux, j'ai vu des tableaux où on te parle des CST, des W de chaque marque, mais théoriquement W c'est une norme, le CST c'est une norme. Donc c'est pas logique que chaque marque ait un mélange différent de ses W ou de ses CST. Après entre W et CST, il y a une différence, c'est clair. Exponentielle. N'oubliez pas que 1, c'est l'état liquide de l'eau, la fluidité de l'eau.
Il y a des liquides qui sont plus fluides que l'eau, comme l'alcool, qui ont une viscosité inférieure, et ensuite tu as de plus en plus dur, et plus le chiffre est élevé, plus ton liquide est épais, aqueux, et il restera collé à une paroi. Jusqu'à un certain point où il sera dur, il ne collera pas à la paroi, il va tomber. De l'autre côté, c'est pareil, le joint torique, et là, regarde, regarde, la cale en téflon. Donc, tu te fais pas avoir. Alors, est-ce qu'elle est collée là? Mais non, c'est bon. Allez dire, ah, Mani ne se souvient plus de rien. Si tu sais plus que c'est en soumis, tu n'as pas de truc en téflon. Donc, c'est là qu'il faut pas se faire avoir, tu vois. Tu en as une d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, méfie-toi au remontage. Ne fais pas avoir. Voilà, et c'est tout ce qu'il y avait dans le soumis. Il n'y a pas grand-chose de compliqué de secret. Il y a juste cette pièce mécanique en plus pour faire le blocage du diff. Moi, je vais changer les petites vis là par de la visserie inox. Je vais mettre donc les roulements à serre en place. Au niveau de l'huile, on va rester pareil, puisque comme tu as le blocage du diff, c'est pas la peine de rendre tes diffs plus durs en permanence. On va laisser l'engin souple au niveau du diff, puisque le propriétaire du véhicule pourra bloquer à tout moment quand il veut pour aller crapahuter. J'ai certainement, comme d'habitude, oublié plein de choses, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, on reviendra dessus plus tard si j'y pense ou pas. Si, on va encore enlever quelque chose, c'est ça. Regarde. Nous allons enlever l'axe du cantilever, puisque là aussi il y a deux roulements à l'intérieur. Le roulement au-dessus, c'est sûr, il est vite huilé. Le roulement intérieur, c'est toujours celui qui grippe le premier. Sur certains modèles, on va voir s'ils l'ont gardé sur l'évolution ou pas. Il y avait un piège, il y avait en plus une rondelle métallique d'un des deux côtés, pas par rapport à l'autre. Pour rehausser le levier par rapport au blocage, pour pas taper dans le blocage. C'était pas le cas sur les Revo, c'est le Summit qu'il avait, mais là, je crois qu'entre temps, ils ont modifié tout ça pour supprimer la rondelle en acier qui coûte cher. Ils ont tout simplement changé le moule ici, ils ont monté l'injection là, la pièce injectée est plus haute pour que ça passe au-dessus. Quand on va desserrer ici, il y a deux solutions. Soit la vis sort, mais elle est fixée avec de l'optique, donc généralement c'est tout le levier qui va sortir de là derrière. Et toi, comme tu peux constater, c'est chaud pour aller le bloquer derrière. Il faudrait vraiment une clé complètement plate, c'est modifié pour aller le tenir là derrière. Donc on va le sortir de là. Donc là, tu vas délicatement. Regarde. Parce que c'est ce qui t'arrive. Voilà, là l'axe est sorti. Complet. Maintenant, on peut aller le tenir à l'arrière avec une clé. Alors en Europe, les gens ont horreur des clés anglaises, hein, c'est pas précis, ça tient pas bien la vis, tu vas l'abîmer. Ça t'arrive aussi avec ta clé normale. Hein. Quand tu glisses, tu glisses. Et si ta clé est de bonne qualité, c'est tout. Après, ce qu'il faut savoir, c'est justement si tu veux forcer, tu n'utilises pas ça. Mais une fois que c'est débloqué, tu peux y aller. Et là, ça va pas aller très dur, tu vois, regarde, c'est déjà débloqué. Voilà. Très attention, faire tu dois. Cette vis est très courte. Si tu en mets une trop longue, elle bute au fond. Ta pièce n'est pas serrée, tu as un jeu. Tout simplement. Ça peut se tordre ici, en bas. Donc il faut faire gaffe. Il existe des pièces renforcées, tu peux les avoir en alu. Moi j'ai eu la chance à l'époque de pouvoir en choper, c'était chouette, j'aimais bien. Je l'avais en titane, mais pas avec un filetage dedans. La pièce était pleine et ensuite elle avait un filet pour mettre un écrou. Tu n'avais pas une vis qui se filetait devant, tu avais un écrou qui se filetait par-dessus. C'était plus esthétique et beaucoup plus solide puisque la pièce n'était pas creuse. Là, ces pièces sont creuses. Utilisation normale en Summit, ça pose pas de problème. Sur les Revo, ça peut arriver que ça se tord. Donc là, tu prends l'option alu renforcée et après, normalement, tu es tranquille. Hein. Parce que c'est l'alu traité qui va être plus dur que ce puits qui est relativement creux. Maintenant, on va voir quelque chose. Parce qu'à l'époque, tu étais obligé de mettre cette vis courte puisqu'elle arrivait pile poil au fond et le tube n'était pas creux. Le fait que le tube n'était pas creux, il était solide. Et bah là, c'est fini. Regarde. Le tube est creux. Et c'est la raison pour laquelle il peut se plier ici à l'embase. Ça, c'était pas le cas avant. Hein, intéressant quand même.
On va pas aller ouvrir l'amorto, ça c'est fonctionnement de base de l'amortisseur, tu retrouves ça. Alors sur la chaîne, on a le coin du débutant, il y a deux versions, le coin du débutant, la version normale, et le 2.0. Le 2.0 on l'avait commencé mais on l'a jamais fini, on le finira jamais, je vais intégrer le 2.0 dans le 1, et on fera un autre principe pour revenir sur ces trucs mécaniques de base. Mais sachez qu'il y a le coin du débutant avec 15, 17 ou 18 épisodes ou plus, qui parle, on commence à l'extérieur par la roue, tout ce que chaque petite chose, principalement un 8, un peu de 1,10. On va parler dans les détails de toutes les échelles, un peu de 1,5 aussi. Et on va vers l'intérieur du véhicule, donc la roue, le moyeu, les triangles, quelle pièce sert à quoi, où est-ce qu'elles sont, à quoi faire attention, jusqu'à l'intérieur, le cœur du véhicule, la transmission, les étagements à l'intérieur, avec des termes basiques pour que tout le monde puisse s'en sortir. Rien de compliqué. Ça sert à rien de faire des tutos hyper méga techniques en utilisant des mots intelligents pour se la frimer parce que personne ne te suit. C'est donc du coup pas débutant. Et un tuto technique pour les pros, ça sert à rien, puisque le pro, il sait déjà, normalement. Voilà. Donc, et il y a aussi très important pour vous, le coin du dépanneur. Regarde le coin du dépanneur, il y a plein de choses dedans, sur des solutions simples, comment localiser le bruit, d'où il vient, ce que ça peut être, comment arriver à ta conclusion, contrôler ta conclusion, les pièges. On a vraiment, vraiment pas mal de choses. Je dois faire un update de ces trucs-là, parce qu'avec le temps, maintenant, la chaîne est là depuis 7 ans. On n'est pas là juste depuis un an, hein. On est là depuis 7 ans. Cette chaîne a été commencée en 2014, tranquillement. On a laissé venir, on n'a pas frimé, on n'a pas essayé de piéger de labo et rien du tout. Tout s'est fait tout seul. C'est arrivé là tout seul, et ça va continuer comme ça tout seul. Tout simplement, et surtout aussi parce qu'on est proche du public, monsieur tout le monde, monsieur qui roule avec sa voiture n'importe où, qui s'amuse, qui s'éclate, qui n'a pas envie de se prendre la tête, mais qui veut quand même avoir de l'aide pour réparer sa voiture et savoir où il peut aller, où chercher ses pièces, etc. Puisqu'on a ces derniers temps une grosse tendance des professionnels à rester entre pros et à cracher sur tous les autres, alors que ce sont tous les autres qui font le chiffre d'affaires. Réveillez-vous les pros. Salut.